Nous restons un moment sur le sujet de cette rencontre de Pau, ce qu'il faut en retenir. David Diaguadian le disait, s'il faut, en tout cas, tant qu'il n'y aura pas de résultats concrets sur le terrain, ce sentiment va rester. Oui, pour le moment, ce sentiment va toujours demeurer. Pourquoi ? Parce que c'est la France qui est à l'avant-garde de cette lutte-là. Et la France était venue au Niger, au Mali, etc., avec la promesse que son investissement va porter des fruits. Mais aujourd'hui, des années plus tard, la population se rend compte que rien n'est fait et il y a plus de morts dans les rangs des populations civiles et militaires de ces différents pays que dans les rangs des militaires français. Et en face, le terrorisme, la question du terrorisme gagne du terrain au quotidien. Aujourd'hui, quand vous arrivez au Niger, dans les villes limitrophes du côté du Mali, etc., voilà, il y a une peur qui se sent, toute la population a peur parce que l'invasion des terroristes arrive au moment où personne ne s'y attend et quand ils arrivent, ils repartent tout souvent en laissant des morts, des centaines de morts. Le dernier bilan, on parle de plus de 80 militaires qui ont été tués. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc aujourd'hui, la population a besoin d'avoir des résultats. Il faudrait que la France puisse répondre à cette question, d'où l'urgence de cette rencontre à Pau. Alors j'ai oublié rapidement de présenter Ali Legrand qui nous a rejoint sur le plateau, directeur de publication de l'Audience. Bonsoir Ali. Bonsoir chers amis spectatrices et spectateurs. Alors on était donc sur cette rencontre de Pau où les pays du G5 Sahel se sont réunis autour d'Emmanuel Macron. Alors l'une des plus importantes décisions prises à l'issue de ce sommet, c'est désormais de concentrer immédiatement les efforts militaires dans la zone des 3 frontières entre le Mali, le Burkina et le Niger, mais sous un commandement conjoint de la force Barkhane et de la force du G5 Sahel. C'est une stratégie qui peut payer d'avoir un commandement conjoint plutôt que d'avoir 2 commandements distincts. Bon, moi je dirais, sur le plan théorie, moi je crois que c'est bien fait. Quand on parle de commandement conjoint, j'imagine un peu ce que ça pourrait donner. Parce que là, quand les forces sont un peu éparses, peut-être ça ne donne pas le résultat. C'est suite à certaines conclusions, à certaines remarques, qu'ils ont estimé que non seulement il faut envoyer davantage de troupes, on parle de 220 soldats qui seront envoyés d'ici peu, et que maintenant avec la force Barkhane tout sera fusionné dans les frontières, au niveau des frontières. Bon. La question est de savoir si, avant de répondre à cette question, la question est de savoir si, qu'est-ce qui fait que les résultats ne sont pas, les résultats escomptés ne sont pas atteints. C'est ça la question. C'est là où d'aucuns vous diront aussi que généralement ces opérations sont menées pour protéger plutôt l'intérêt de ceux-là qui se disent venus pour sécuriser la région, parce que vous savez, ces complices ne sont pas venus ex nihilo. Les gens ont leurs intérêts qui protègent. Donc naturellement, on fait tout pour perdurer la crise, pour sécuriser en fait les intérêts. Parce que là, dans la pratique, on ne peut pas comprendre comment se fait-il que, en dehors des forces nationales, des militaires, au plan national, il y a les forces étrangères avec l'appui crucial des États-Unis, mais malgré cela, il y a des dizaines de militaires maliens qui perdent leur vie. Bon, on se demande finalement qu'est-ce que cela apporte quand on dit que tel nombre de soldats ou 4500 troupes sont en place et qu'après il y a d'autres forces qui vont quand même s'en rajouter. Qu'est-ce que cela vraiment va apporter? C'est là où ça amène le pessimisme parce que les gens n'ont pas le résultat. Donc naturellement, les gens se demandent en réalité si ces soldats français, en tout cas occidentaux, ne sont pas plutôt venus pour s'occuper d'autres choses, mais pour sécuriser la population. A répondu à ça que la France est présente pas pour des intérêts, mais pour protéger la sécurité mondiale. Mais c'est son job. Qu'est-ce que vous voulez? Macron, c'est son job. C'est un politicien. Et vous savez, c'est la France-Afrique qui continue sous une autre manière. Et d'abord, même à ce sommet, vous avez vu la question qui a été posée. En réalité, la France voulait la position claire des pays du G5 Sahel par rapport au sentiment anti-français. Même si les présidents, quand même, ont su défendre la France. Bon, en tout cas, je crois que en bon africain, personne ne sera à leur place et dit le contraire. Et ne pas défendre la France en ce qui concerne ce sentiment anti-français. Donc c'est pour dire quelque part que Macron est dans son rôle
et que ne vous attendez pas à ce que Macron dise le contraire. Il revient aux Africains, comme certains le disent, de prendre les responsabilités. D'ailleurs, vous avez vu ce qui s'est passé un peu aussi dans l'autre ville, à Pau. Les autographes ne sont pas les mêmes, mais de ce parti là, il y a la société civile, une grande partie des populations qui ont parti plutôt tenir un rassemblement pour faire comprendre aux dirigeants africains que non, il est temps que les gens s'organisent autrement, de cesser de penser à l'Occident qui vient sécuriser votre pays à votre place. Alors, on met en place quand même des dispositifs pour contrer le terrorisme, le djihadisme, mais les terroristes ne sont pas bêtes non plus, hein, ils savent s'adapter aussi. Ah oui, c'est pourquoi je l'ai dit tantôt, ils sont bien organisés et il appartient aux États d'améliorer leur stratégie. Donc c'est pour cela qu'ils ont décidé de fusionner le commandement et aussi de concentrer leur action sur les 3 frontières parce qu'ils savent que c'est de là même que viennent souvent les dangers. Et au fait, Emmanuel Macron a hérité de cette guerre. Il n'était pas là quand cette guerre a commencé. Et je disais aussi que pour être réaliste et voir les choses telles qu'elles sont, ça a commencé par des terroristes qui ont décidé d'envahir le Mali. Et faisaient leur progression vers la capitale. Et je crois que la décision a été prise par le président français d'alors, François Hollande. Et moi, je dirais, à mon humble avis, que cette décision a sauvé quand même le Mali et de l'envahissement de ces terroristes. Si les terroristes avaient pris le Bamako, en ce temps-là, si la France n'était pas intervenue, on ne serait pas... comment la situation aurait évolué en ce moment. Donc je dis pour être réaliste que cette intervention de la France a été quand même salutaire non seulement pour le peuple malien et les pays du Sahel, mais aussi pour la France. Ils le disent que c'est quand ils avaient envoyé les soldats français au Mali pour expliquer à l'opinion française et surtout à l'Assemblée nationale, c'est que la France aussi a intérêt à intervenir, c'est pour assurer aussi sa sécurité. Et vous n'êtes pas sans savoir que les terroristes attaquent aussi non seulement les pays africains, mais ils opèrent aussi en France et dans les pays européens. Donc, je dis que ce n'est pas parce que les armées et de la France et des pays du Sahel ne sont pas bien formés ou bien équipés, mais moi je dis que c'est les terroristes plutôt qui sont bien organisés et ils sont décidés à gagner cette guerre, quitte à l'armée régulière d'améliorer sa situation pour venir à bout de ces terroristes. Justement, ce qui manque aussi à l'armée régulière dans ce genre de combat, parce que quand vous voyez des combats où les gens arrivent à dos de moto, ils sont 80, ils sont 100, ils sont 150, ils arrivent dans un premier temps, ils sont venus, ils ont fait 111 morts, la dernière fois ils sont venus, ils ont fait 89 morts. C'est le renseignement qui leur manque, parce que les motos, quand on a une cinquantaine de motos, ça ne passe pas inaperçu non plus. Ces soldats se font toujours surprendre. Est-ce que ce n'est pas plutôt sur le terrain du renseignement qu'on a besoin de la France, qui a des hélicoptères, qui a des drones et tout cela, qui peut surveiller l'espace? Oui, le problème est à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Comment comprendre que des gens partent d'un lieu, arrivent à tracer un itinéraire pour arriver à un autre lieu, tuer et repartir. Le deuxième axe de cette question, c'est comment ces terroristes arrivent à se replier. Parce que lorsqu'on vous parle de la frontière, je prends le cas de la frontière du Niger et du Mali, par exemple. Il y a de la frontière du Niger et de la Libye. Il y a une partie, quelque part là-bas, où les terroristes arrivent facilement à se déplacer dans le désert. Et quand ils arrivent, ils surprennent l'armée régulière, ils tuent et ils repartent. Alors, le matériel de guerre ou le matériel militaire de l'armée nigérienne sert à quoi finalement? Puisque c'est après le repli des terroristes que les hélicoptères sont envoyés dans les cieux. Pour contrôler quoi? On ne sait pas. Il y a un problème qui se pose à ce niveau-là. L'avant-dernier attentat, lorsqu'on vous dit les conditions dans lesquelles
cet attentat a eu lieu, vous avez l'impression que l'armée du Niger ne sert peut-être à tout sauf à protéger le territoire nigérien. On vous dit que les terroristes sont arrivés, ils ont tué, ils ont fait sauter la radio qui permet d'émettre, et quand ils sont repartis, les survivants ont mis 1 heure de temps. Avant de pouvoir appeler la base militaire pour qu'il y ait des renforts qui arrivent. Mais on ne comprend pas. Alors je pense que la France doit beaucoup plus. Et cette réunion de Pau, moi je la salue. Si tant est que le caractère important qui a été proposé par le président Macron permettra maintenant de focaliser les investissements pour justement mener un combat unique contre ces terroristes-là. Donc je salue cette initiative parce que à la fin de cette réunion, beaucoup de choses pourraient changer. Les Français, l'armée française sera peut-être beaucoup plus déployée sur le côté du renseignement. Et c'est sur la base des renseignements que les Américains sont arrivés à détourner certaines attaques, à tuer certains terroristes. On a parlé du général iranien dernièrement qui a été tué par l'armée américaine. C'est grâce au renseignement. Le chef de Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, et tous les autres grands leaders des groupes terroristes, certains ont été tués grâce au renseignement. Et donc la France doit s'investir pour permettre à ces armées des pays du G5 de trouver les solutions pour prévenir les attaques et ne pas laisser que les terroristes viennent sur le terrain, tuent et repartent sans être inquiétés. Parce que finalement, on se pose la question de savoir à quoi servent tous ces matériels militaires qui sont déployés dans ce secteur. Alors, on va parler de l'exemple du général Soleimani. C'était la question que j'avais posée. On a vu comment il a tué, on a vu un peu les images, il était repéré, on savait qu'il était dans le convoi, on a bombardé le convoi. Ça veut dire qu'il y a des moyens très sophistiqués dans les renseignements. Je me rappelle encore l'attaque du parc de la Pointe-Carré au nord du Bénin. On nous a dit après que les terroristes étaient de touristes français. L'armée a tout fait pour retrouver la position de ces terroristes pour délivrer ces 2 Français arrêtés. Alors, est-ce qu'on veut nous dire qu'on n'a pas suffisamment de renseignements quand on est dans ce conflit-là pour repérer ces positions-là quand ces terroristes arrivent très nombreux sur des motos et pour les neutraliser? C'est vraiment dommage. David a dit quelque chose de très important. C'est-à-dire que si tel est que cette réunion de Pau, ce sommet de Pau, vraiment va changer les choses, là, le sommet est le bienvenu. Parce que là, on ne comprend pas comment est-ce que des gens en nombre important rentrent. On peut aussi comprendre que l'armée régulière soit surprise. Mais maintenant, comment les gens la font pour repartir et qu'on ne puisse pas quand même repérer les pistes et les avoir. C'est là que vous posez une question très importante parce que, sincèrement, à quoi ça sert tous ces matériels sur le terrain et quand finalement on n'arrive pas à détecter la voie par laquelle ces malfaiteurs parviennent à avoir la population. Ça c'est une question qui reste en réponse. Et seuls ceux qui opèrent sur le terrain et les commanditaires, je vais parler de l'armée régulière, peuvent vraiment nous situer sur la question. Parce que, comme vous l'avez dit, avec ce qui s'est passé au nord du Bénin, on a vu comment c'est passé. Les gens ont tout fait pour repérer quand même les pistes et contre-attaquer, même après que les malfaiteurs soient partis. C'est un peu ça. Donc, disons que peut-être... donc, comme vous direz que politiquement, moi je l'avais déjà dit que des fois, vous savez, les politiques ont certaines raisons. Il y a des choses qu'on laisse passer, peut-être pour pouvoir bien rebondir. Nous allons continuer avec le second sujet. On va parler maintenant de la Libye, avec cette tentative russe pour arracher un accord de paix. L'homme fort de l'Est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, qui combat le gouvernement libyen reconnu par l'ONU, a quitté Moscou sans signer la trêve paraphée par son rival. C'est ce qu'a indiqué la diplomatie russe. Le maréchal Haftar avait demandé lundi soir un délai de réflexion jusqu'à mardi matin avant de signer l'accord formel de cesser le feu accepté par son rival Fayez al-Sarraj.
mais il est finalement parti de Moscou sans apposer sa signature sur le document négocié sous l'égide d'Ankara et de Moscou. Moscou, par la voix du chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, qui dit qu'il fera tout pour que les belligérants puissent accepter l'accord de paix. La Turquie, de son côté, a prévenu si le maréchal Haftar ouvre à nouveau les hostilités, il goûtera la puissance militaire de la Turquie. Finalement, Vos Soleils, vous avez l'impression qu'on s'achemine vers un dégel, une décrispation, ou plutôt les choses se tendent davantage? Non, l'impression c'est que les choses, l'avenir n'est pas prometteur au niveau de la Libye. Ce qui se passe avec l'homme fort de l'Est, comme on l'appelait, et qui a aussi des soutiens des puissances des pays. Voilà. Donc la Russie, qui est une puissance aussi non négligeable, qui a invité cette belligérante à cesser le feu, et le général Haftar qui n'a pas accepté signer ce document. Donc ça veut dire que, et moi je le dis, il a des soutiens. Il n'a pas agi parce que avec son propre chef, c'est qu'il est soutenu. Et bon, ce qui se passe, c'est que la Turquie aussi soutient le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Et je crois que tel que les choses se passent, on risque d'avoir peut-être... ça dit que la situation se complique encore en Libye, mais bon, vu avec la diplomatie russe, qui n'ont pas vu le sommet, ce sommet-là comme un échec, comme certains l'ont qualifié. Pour la diplomatie russe, c'est que c'est comme un verre à moitié plein. Donc ils vont poursuivre les négociations pour que pour amener le général à la raison, qu'il y ait un accord de paix. Et vivement, c'est notre souhait, parce que la Libye vraiment est mise en lambeaux, et vivement que la paix revienne en Libye, mais ce n'est pas pour demain. D'accord. Alors, Ali Legrand, en même temps, vous pensez que la tentative de Moscou d'arriver à la paix entre les deux hommes va prospérer? Quels sont les moyens d'influence de Moscou dans cette crise? Personnellement, j'estime que ce qui s'est passé à Moscou d'hier à aujourd'hui, c'est un échec, hein. Même si le chef de la diplomatie russe n'a pas voulu le dire, il a dit quand même un demi-mot, parce que rien n'est conclu définitivement pour le moment. Et je crois, moi, mon humble avis, avec tout le soutien que l'homme fort de l'Est, le maréchal, comme on l'appelle, avec tous les soutiens qu'il a, et à voir ce que traverse la Libye depuis quelques années, moi j'estime qu'il est temps que plutôt cette diplomatie puisse chercher à se déplacer en allant carrément en Libye. Moi j'aurais aimé plutôt qu'on puisse rencontrer le général de là, parce que là il est parti sans rien dire. Pour moi, tout porte à croire qu'il est parti pour aller d'abord sonder, écouter la base, comme ils le disent, enfin, ces éléments. Il va aller les écouter, ils vont se concerter, ils prennent sa décision. Et vous savez, pour un corps habillé de ce rang-là, il ne s'avouera jamais vaincu. Surtout qu'il n'a rien dit, c'est tellement fou. Et il est parti, selon moi, pour se préparer. Et là, c'est un échec de la diplomatie russe, même si, avec cette déclaration du chef de la diplomatie et de Erdogan, enfin, de la Turquie, c'est la Russie qui perd, enfin c'est la Libye qui perd, et que quand vous voyez les deux côtés, vous allez constater que l'avenir fait tellement peur dans ce pays du feu Gaddafi, c'est parce que rien n'est décidé. Mais déjà, est-ce qu'on ne peut pas considérer comme victoire le fait que Moscou ait réussi à réunir les deux belligérants? Oui, c'est ce que les autres puissances n'ont pas. Ils ne se sont pas parlé, hein. La guerre en Libye, tout le monde sait qui l'a conduite. Hein. C'était sous Sarkozy. Aujourd'hui, que les dégâts sont tellement grands et profonds, il faut trouver des solutions. Et j'estime que la démarche de la Russie doit être soutenue. Et c'est en cela que j'apprécie fondamentalement la position de la Turquie, qui met en garde ce maréchal. Au-delà de tout, la Libye n'appartient pas à ce maréchal. Si la Libye se retrouve dans cette situation d'instabilité aujourd'hui, après le décès
de Kadhafi, c'est parce qu'il y a des branches qui ne veulent pas que la paix revienne dans ce pays. Le maréchal Haftar, il a tout démontré et donc il a fait ce qu'il pouvait. Je pense qu'il y a un gouvernement qui a été reconnu sur le plan international. Ce gouvernement représente toutes les entités, tous les pouvoirs dans ce pays. Et il est temps que la Libye sorte de cette guerre. Aujourd'hui, si la question du terrorisme revient tout le temps en Afrique, c'est parce que les frontières ont été ouvertes au niveau de la Libye. Et ça a créé cette affluence du terrorisme. Et aujourd'hui, je pense que la Russie veut démontrer aux yeux du monde entier qu'au-delà de tout, elle est aussi capable de réunir les frères ennemis et de leur imposer la paix. C'est en cela que cette démarche a été organisée. Et ça va dans le sens de l'apaisement. Cette rencontre qui a eu lieu sous l'égide de la Russie a été pour la Russie une réussite, puisque la première réussite, c'était la chance d'avoir réussi à réunir tous les protagonistes de cette crise-là. Et même si rien n'a filtré, il y a déjà un début qui a été fait. Les deux ennemis étaient assis à la même table et même s'ils ne se sont pas parlé, ils se sont écoutés de toutes les façons et chacun est reparti pour porter des réflexions sur ce qui est contenu dans les conclusions. Et vous verrez que très prochainement, le maréchal Haftar va être dans l'obligation de respecter tout ce qui va lui être imposé, parce que au-delà de tout, la Libye aujourd'hui sort d'une situation d'instabilité assez avancée. Il est temps que ce pays aille vers la paix. Vivement que le maréchal entende raison, parce que là, moi plutôt, je suis dans un sentiment pessimiste, parce que je me dis, tel qu'il est parti, vous savez, ces gros morceaux qui aiment faire du mal, ils n'ont pas froid aux yeux. Pour lui, il part comme ça, sans rien dire. Il y a son collègue, le Premier ministre, qui a signé le protocole d'accord. Lui, il est parti sans rien dire. Et si vraiment la Turquie reste dans cette position-là, et connaissant la Russie, s'il faut aller par la force, je dis, le maréchal risque d'en pâtir, certes, mais la Libye risque de demeurer dans une instabilité. Parce que quand on prend un peu la manière dont la crise est venue, d'abord par Sarkozy, avec le guide libyen qui était totalement, entre guillemets, intouchable, qui était sur ses gardes, et finalement, il en a eu pour son cas, il n'est plus de ce monde. Mais toujours est-il que la Libye a reçu vraiment un coup très profond et ça continue. Maintenant, s'il faudrait aller par la force, c'est pour ça que je dis tantôt que, pour moi, j'avais dit que c'est un échec, même si c'est une réussite, parce que les protagonistes se sont assis autour de la même table. Il va falloir que peut-être désormais, on puisse chercher peut-être à avoir une réunion pareille, carrément, dans la capitale, à Tripoli, histoire de faire en quelque sorte un peu la cour de nouveau à ce maréchal qui ne veut pas entendre raison. Alors, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie diplomatique au niveau de Moscou qui soutient le maréchal et qui invite l'autre camp pour discuter paix? Oui, au fait, c'est la difficulté au niveau de la Libye, dans cette guerre de la Libye. Et on a une communauté internationale qui a reconnu un gouvernement et au même moment des puissances soutiennent, je peux dire, un fauteur de trouble, entre guillemets, qui veut déstabiliser ce pays davantage. Donc, moi, je ne comprends rien. Tout porte à croire qu'il y a une certaine duplicité dans cette affaire. Et je dis que c'est l'intervention de la Turquie qui fait peur aussi, entre guillemets, à certains soutiens du maréchal. Et ce qui a fait que la Russie était obligée d'appeler tout le monde au calme. Et tous les pays, surtout les pays occidentaux, s'accordent à dire que la solution en Libye, ne sera pas militaire. Que ça, il faut une solution politique. Donc c'est cette solution politique qu'on est en train de mettre en place.